quelques siècles, lorsque nos lointains descendants au crâne hypertrophié, moitié cyborg, moitié alien, voudront reconstituer le puzzle de nos modes de vie depuis longtemps disparus, comprendre nos structures sociales, notre technologie, notre alimentation, nos rêves, nos obsessions, ils disposeront pour ce faire d'un matériau de choix. Un spectacle apparemment insignifiant qui fit son apparition dans nos foyers vers la deuxième moitié du XXe siècle de notre ère. Et maintenant, voici une page de pub. Le spot publicitaire est indispensable. On va expliquer la société à travers la publicité. Ça, c'est vrai, ça. Il y a une part de réalité et il y a une part d'hypocrisie. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est créatif. Printemps 1968. À chacun sa révolution. Fin avril, le gouvernement de Georges Pompidou fait voter l'introduction de la publicité de marque à la télévision. La publicité fait partie des armes de l'économie moderne. Elle est un instrument essentiel de la conquête des marchés. Pendant que les députés votent à l'Assemblée, les étudiants descendent dans la rue. Mais après quelques semaines d'agitation et de répression policière musclée, tout le monde va retourner à sa place. À l'automne, la jeunesse estudiantine retrouve sagement le chemin de la fac. Et dans les foyers, les bonnes familles de l'Hexagone peuvent savourer en toute quiétude les programmes distillés par les 2 chaînes, pas plus, de l'Office de radiodiffusion télévision française. À l'apogée des 30 Glorieuses, le chômage est marginal et la croissance annuelle dépasse les 5%. Tout ce qu'on attend du bon peuple, c'est qu'il la soutienne, en consommant. Et pour l'y encourager, le petit écran, qui équipe déjà 2 foyers sur 3, se révèle fort utile. Nous sommes le mardi 1er octobre, il est 19h58. La France découvre le premier écran publicitaire de marque à la télévision. Ça a été le plus beau jour de ma vie de publicitaire. On était très frustrés, parce que l'Amérique avait déjà ça, l'Angleterre avait déjà ça, et nous on était en retard, comme toujours. On était à la fois fou de bonheur et à la fois paniqués, parce que c'était tout à fait nouveau. Nous, on était habitués à faire des affiches, des annonces, c'était la même chose, un peu plus remplie, et puis de la radio. Donc on était finalement dans le print et dans le graphique, on n'était pas dans le mouvement, on était dans l'image arrêtée. Ah, c'est la révolution publicitaire. Et c'est d'ailleurs assez amusant, parce qu'il y avait 5 marques qui ont fait de la pub ce jour-là, et celle dont on se souvient, et dont on pense qu'elle était la seule, c'était... Du boursin, 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 du boursin. Du boursin, du boursin, du boursin, du boursin. Je crois qu'il a répété le mot boursin plus de 30 fois dans un spot de 30 secondes. Du boursin, du boursin, du boursin. On était très influencés par la publicité américaine, qui avait de l'avance sur nous, et qui avait commencé à introduire les règles de base du marketing. Il y avait une règle qui disait, si on n'a pas dit 3 fois le nom de la marque dans un spot, le consommateur ne va pas la retenir. Ah, du boursin. Ce premier écran pub, il a déjà les techniques de « je vais vous marteler ». Personne, à ce moment-là, est capable de voir l'horreur qui va arriver, parce que la pub télé, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises. Au-delà de ces techniques mercantiles balbutiantes, la publicité prétend déjà renvoyer à la France une certaine image d'elle-même. Elle utilise un mécanisme vieux comme le monde, l'identification, et ce, dès le tout premier spot. Régilet, le premier lait en poudre qui vous donne l'impression qu'on le boit à la campagne. Ce que ça montre, c'est une France qui est en plein exode rural, en fait, qui est en train d'arriver vers les villes. C'est l'immeuble, on est dans des appartements avec des gars qui sont pas très beaux, c'est monsieur tout le monde. Voilà, ce que ça nous montre, c'est tout d'un coup un regard sur les vrais gens. Il faut savoir que la pub, c'est le miroir de la société. C'est finalement l'écran de télévision n'est rien d'autre qu'un miroir dans lequel la société se projette. Elle s'y voit consommer les produits de l'industrie agroalimentaire, textile et s'équiper en électroménager, notamment des téléviseurs dernier cri. Une grande marque
qui offre le choix entre 3 téléviseurs couleur. Schneider. Mais dites-moi, vous êtes incollable? Bien sûr. Je suis distributeur Schneider. C'est d'une naïveté absolue. Ça te raconte une France d'une tellement lointaine autre époque que c'en est presque touchant, quoi. Ça te raconte aussi une société qui était dans une dynamique qui était ultra positive, où tout le monde avait le sentiment du voilà, on allait vers le plein emploi, on allait vers quelque chose de florissant, etc. Le rêve consumériste prend donc le pas sur l'utopie révolutionnaire. Sous les pavés, la pub. En 68, on a la jeunesse française qui descend dans la rue, qui commence à s'installer dans le paysage politique et social, médiatique, et avec un discours souvent un petit peu anticapitaliste. Enfin, quand même, c'est la période où tout le monde était maoïste. Donc on a un petit décalage quand même entre cet écran publicitaire, l'image de la France qu'il propose, et la France réelle de 68. Ce décalage ne va pas se résorber de si tôt. L'après 68 est marquée par la montée du mouvement féministe. C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes seront jeunes pour s'engager. En 1971, le Nouvel Observateur publie le manifeste de 343 femmes, connues ou inconnues, qui déclarent avoir avorté clandestinement. Car dans la France de Pompidou, l'IVG est encore condamné par la loi. Cette marche est internationale puisque des manifestations semblables se déroulent aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en Italie et en Allemagne. Mais cette année-là, ce que la publicité retient de l'émancipation de la femme ressemble plutôt à ça. On peut mettre la force d'Homo en machine à tambour. Aujourd'hui, une bande de femmes qui dit on peut enfin mettre de la lessive dans une machine à laver, c'est tellement rétrograde. Je sais pas, t'as l'impression vraiment que c'était à l'époque des dinosaures. Avant 68, les femmes avaient des problèmes quand elles venaient en pantalon. C'est pas si loin ni la reconnaissance du vote, ni la reconnaissance du fait que les femmes n'ont pas besoin d'un homme pour signer un chèque. Et on ne voit pas de femme libre dans les années 70 à la télé. Ça n'existe pas, ça fait trop peur. On voit une ménagère extrêmement bien cadrée, avec une belle-mère ou une copine qui lui donne des recettes pour savoir utiliser le bon produit. La femme, c'est uniquement une ménagère. Et donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne se pose pas à l'écran des problématiques de ménage. Et on voit le partage des rôles de façon très claire, sans problème. Ça pose de problème à personne. Tu as vu la chemise de ton fils? Oui, elle est bien. Elle est plus blanche que celle de Bruno. Et pourtant, on a la même machine. Oui, mais moi, je mets Persil dans ma machine. C'est fascinant. Enfin, on a l'impression de replonger dans la préhistoire des rapports de genre. C'est-à-dire qu'on a vraiment... la femme, c'est Bobonne. C'est Bobonne qui fait la lessive, qu'on félicite pour ses bons petits plats, pour la blancheur de son linge, puisque la femme, semble-t-il, dans la publicité de l'époque, ne sert qu'à ça. Leur chemise, celle de ton mari est plus blanche. Comment fais-tu? À la fin des années 60, début des années 70, la société française, à la France profonde, celle qui va acheter Régilet, Homo, Vedette et compagnie, elle reste quand même très patriarcale et très normée. Dis donc, ma chérie, mes cols et mes poignets, ils sont impeccables maintenant. Tiens, tu l'as remarqué? Oui. Regarde, il n'y a plus de traces sur les poignets, comment tu as fait? On aura beau ajouter de la couleur dans la pub, la formule des lessiviers, Procter et autres Unilever, sur la répartition des tâches ménagères restera inchangée. Tu vois ce torchon sale? Eh bien, là où c'est le plus sale, je fais un nœud. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est pas possible de laver à travers un nœud. Pas pour Homo. Tu vas voir. Mais c'est vraiment très propre. Bravo, mon chéri. C'est pas tous les jours qu'il me fait des compliments. Il n'y a pas de pire infamie que de laisser partir son mari avec un col de chemise douteux au travail. Et moi, chez Procter, quand on faisait Culture Pub, il y a quelqu'un qui me disait la lessive, ce sera toujours les femmes qui la feront parce que la tâche, c'est le péché originel. Et donc, Ève a besoin de se faire pardonner. Et donc, c'est toujours les bonnes femmes qui feront la lessive. C'était chez Procter qui m'avait dit ça. Je me demande encore s'ils se sont moqués de moi. Je sais pas. Et pour celles qui n'ont pas encore croqué la pomme, l'injonction est à peu près la même. Préserver la pureté du blanc virginal.
vous vous sentez aussi fraîche qu'en robe blanche et chapeau fleuri. Une jeune fille devait être fraîche, elle devait sentir bon, elle devait toujours avoir l'impression de sortir de la toilette. Ça va très loin, à tel point que j'ai eu à faire des publicités pour des produits comme les gaines Chantel. Et le patron de Chantel disait qu'à partir de 18 ans, une femme condamnable se devait d'être maintenue. Et un jour, j'avais été en charge de faire une publicité, et on avait fait une fille qui était une femme totalement éclatée, comme ça, en gaine et tout ça. Et on avait dit, Chantel libère les mouvements de la femme. Qu'est-ce que c'est cette analyse Betty, le MLF, mélanger le MLF avec le maintien, tout ça. Pas d'allusion. Libère les mouvements de la femme. Je m'en souviens de l'engueulade. Il fut un temps où les femmes étaient dociles et elles savaient bien rester à leur place. À l'époque, seule la publicité au cinéma, média beaucoup plus permissif, tient des discours un tant soit peu modernes. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes ne sont plus dociles, ni soumises, ni effacées. C'est pour elles qu'Yves Saint-Laurent a créé Rive Gauche. Mais la vision dominante a la vie dure. Et lorsque la publicité inverse les rôles, Si les hommes étaient à la place des femmes. c'est pour mieux renforcer les clichés. Si les hommes étaient à la place des femmes, ils causeraient chiffon et recettes. Ils occuperaient des emplois subalternes. J'ai encore filé ma chaussette. Ils s'en remettraient à l'autorité et à la compétence de leur patron. Président, mademoiselle. Continuez, Léon. Si les hommes étaient à la place des femmes, ils comprendraient enfin l'importance d'un papier carbone de qualité. Patron qui, par ailleurs, pourrait se permettre de les draguer ouvertement. Mais dites-moi, Léon, vous avez de jolis yeux? La publicité, globalement, n'a pas vocation à faire évoluer les mentalités. La publicité a vocation à vendre. Donc pour vendre, il faut parler un discours que les consommateurs sont susceptibles de comprendre. Elle veut parler au cerveau du plus grand nombre, donc il ne faut pas trop bousculer les gens. Une marque va pourtant se risquer à secouer le conservatisme ambiant et proposer une autre vision de la femme. Plat devant, rond derrière. Dim, c'est une intuition qui se révèle juste d'accompagner le mouvement de libération sexuelle de la femme. Toute l'idée de Dim est là. Et donc, à partir de là, il y a une espèce d'aura autour de la marque qui laisse passer beaucoup de choses. Plat devant. C'est d'ailleurs à ce même annonceur que l'on doit l'apparition, quasi subliminale, du tout premier sein dans un film publicitaire. Il y a un truc très important dans les campagnes Dim, collant. Jamais d'homme. C'est la femme qui s'exprime dans son corps, dans sa liberté, et qui s'assume complètement. Et il n'y a pas le regard de l'homme sur elle dans un film. Les femmes veulent bien que tu montres des corps nus quand c'est pour la lingerie, si ça a une raison d'être. Mais le corps dénudé, c'est aussi une certaine forme d'avance pour les femmes, parce que le fait de montrer son corps, le fait d'avoir droit de montrer ses jambes, le fait de s'habiller comme on veut, tout ça, ça a été aussi libératoire pour les femmes. Politiquement, la libération sexuelle des femmes progresse. Fin 1974, Simone Veil, nouvelle ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, fait voter les lois sur la libéralisation de la contraception et le droit à l'avortement. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Mais sur le petit écran, le discours publicitaire reste majoritairement conservateur. C'est bon de mettre un t-shirt propre tous les matins. Eh oui, tu vois ma chérie, quand on ne craint pas de laver trop souvent ses affaires, c'est comme ça. Et avec Persil, je n'hésite pas. Pendant que les mères continuent de transmettre leur expertise ménagère à leurs filles, Quand je serai grand, j'aurai une Team Camille comme celle-là. Moi aussi. les petits garçons, eux, rêvent de conduire la voiture de papa, signe extérieur de virilité
et de réussite sociale. En plus, j'aurai un break 1500. Oui, tu vas te les offrir. Moi, je serai concessionnaire Simca Chrysler. Comme papa, tu travailles bien à l'école. C'est la bagnole qui fera de toi un homme, mon fils. On a à vendre des produits, à promouvoir des produits qu'on vend à des cibles. Donc, le règne de la femme, il est au foyer. Tout ce qui concerne le foyer, c'est pour la femme. Le règne de l'automobile, c'est pour l'homme. L'automobile, c'est très binaire. Ah, les comiques. Chacun sa Renault 12. Il y a des exceptions au dogme lorsqu'on s'adresse, comme ici, à la nouvelle classe moyenne issue des 30 Glorieuses, plus réceptive à la modernité. C'est ce qu'elle appelle faire son marché. La Renault 12, c'est la plus belle auto de la résidence moyenne. On est complètement dans un des leviers à la fois les plus chrétiens et les plus traditionnels, qui est l'envie. Et c'est donc dans une classe moyenne, généralement dans les banlieues, où il y a des pavillons, et les voisins à côté qui sont collés-montés, un peu chiants, pardon de l'expression, et profondément jaloux, regardent ça avec beaucoup de réprobation. Ce sont deux Frances qui s'affrontent, celle qui embrasse la modernité et celle qui la réprouve. Alors, qui aura le dernier mot ? Le bras d'honneur, il n'est pas passé à la télé. Ça, le bras d'honneur a été coupé. Il a été coupé sur décision de la RFP, l'organisme d'État en charge de commercialiser les espaces publicitaires de l'ORTF. La RFP nous disait combien d'espace on allait avoir pour chacun de nos clients et si le contenu publicitaire collait ou ne collait pas. Donc, c'est beaucoup plus le reflet, non pas de la société, pardon, mais de la volonté de la RFP de donner une image de la société française, et c'est elle qui décidait de la façon de faire les choses. Voici par exemple un spot qui n'a jamais pu passer à l'antenne. Mais regardez-le en train de rêvasser. Au bureau, ça doit être pareil. Et monsieur s'étonne de le présavoir d'augmentation. La RFP, gendarme de la bienséance, a jugé qu'il donnait une mauvaise image du couple français. Bientôt fini cette vaisselle, oui. Il dégraisse bien, ça doit être... Les insolents n'ont qu'à bien se tenir. Puisque tu l'as fait si bien, la vaisselle, tu la referas ce soir. C'est une absurdité, mais ça fait partie de ce système qu'on ne peut pas appeler post-68 art, puisque c'est théoriquement la permissivité et la liberté, mais pré-68 art, qui n'avait pas encore fait sa mue et qui a perduré de nombreuses années. Le normatif était partout. C'était du Pompidou-Giscard, tu vois, c'était, voire un peu réactionnaire, parce qu'il y en avait beaucoup qui pensaient encore de Gaulle. Hein. On avait fait 68, mais les 68 arts, ils n'avaient pas encore pris le pouvoir à l'époque, il faut pas oublier. Ça bougeait pas. La subversion est généralement cantonnée aux salles obscures, plus permissive à tout point de vue. Ce spot, resté dans les mémoires, y est diffusé dans la foulée d'Emmanuel et des Valseuses, qui avaient attiré à eux deux près de 15 millions de spectateurs. N'en déplaise aux censeurs, la provoque est au goût du jour. Le succès du café-théâtre incarne lui aussi une envie populaire de bousculer l'ordre établi. Et la publicité ne tarde pas à s'en emparer. Entrez, entrez, mes doux seigneurs, vous êtes ici chez vous. La publicité utilise toujours une ligne éditoriale qui est le mode artistique le plus populaire. On prend dans l'air du temps ce qui marche le mieux auprès du plus grand nombre. On va prendre les artistes du temps. Donc, quels sont les artistes qui font un carton à ce moment-là et qui réveillent cette France et qui l'animent et pour lesquels il y a un engagement incroyablement fort? Il y a Coluche. Marie-Cécile, qui était immensément riche, ignorait que c'est avec des pâtes françaises qu'on fait des bons petits plats à la française. Alors, j'ai épousé Raymond et franchement, je regrette pas. Vive Henri Carré. C'est l'époque où le café-théâtre devient le référent du théâtre, et donc on prend les gens du café-théâtre, et le référent du café-théâtre, c'est le Splendide, parce que c'est une manière de parler qui est la plus populaire et qui a le plus d'efficacité, c'est très logique. Voici la merveilleuse histoire de Georges Rabouin, dont la morne vie fut changée par l'agence matrimoniale Marie-Vite et le gratin de pommes de terre Lustucru. Le ton compassé de la comédie à papa en prend un sacré coup.
surtout quand il s'agit des relations de couple. Comment serait-elle ravissante, comme dans les contes de fées? Hélas, la vie est moche. Et malgré ses 1,80 m, elle l'était également. Sous son apparente légèreté, cette liberté de ton permet de chahuter quelques conventions. Ici, c'est la cuisine de monsieur qui permet à la féminité de la demoiselle de se révéler. Georges, tu m'intéresses. Vous avez toute une nouvelle génération en fait de gens qui commencent à faire de la publicité, qui ont connu mai 68, qui ont été jeunes en fait à la fin des années 60, qui sont sensibles à ce genre de discours et à l'évolution des mœurs. Et donc ils vont le retranscrire, mais par touche infime dans la publicité. Et ça donne d'un seul coup plus d'ironie, plus de second degré, plus de poil à gratter dans la publicité qu'il y en avait auparavant. C'est quoi ça? Attends, bouge pas, je vais deviner. C'est de la blanquette, ça, hein? C'est la première fois que t'en fais, non? On est dans le couple traditionnel, mais il y a un petit pas de côté. Il y a un petit côté un peu où on dit « Regardez, c'est quand même un peu abusé, ce couple. Vous avez vu comment il lui parle ?» Mais il est bon, ton riz. On peut le décoder comme ça. Très bon. Il y a une forme d'autodérision, en fait. Bravo, mon minou. Si un jour tu refais de la blanquette, remarque que t'es pas obligé, le riz, tu le fais pareil. Là, on comprend que la femme n'exécute pas parfaitement les tâches ménagères. Et donc c'est là qu'il y a un petit renversement qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on commence à accepter dans la publicité que la femme n'est pas la parfaite mère au foyer, femme au foyer, mère de famille. Elle peut avoir des défauts, elle peut faire une bouffe dégueulasse, et c'est pas un problème. Il aime. Alors ce n'est pas la majorité des spots publicitaires. La majorité s'inscrit dans le couple traditionnel. Mais ces incursions-là marquent les esprits et c'est ceux qui marchent le mieux. L'humour décomplexé du café-théâtre est si efficace qu'il est aussi bien récupéré par l'industrie automobile Laisse-moi contempler le chef-d'œuvre, femme. que pour régler des conflits internes aux postes et télécommunications. Et l'acrobate? Faut toute la route là pour manœuvrer ton yo-yo? Eh oh, doucement, Armand. Fallait rester derrière un guichet si t'es pas capable de piloter ta caisse. Oui, alors figure-toi que du courrier, il y en a de plus en plus. C'est avec des caisses comme ça qu'on tient les délais. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait au télécom? Du tricot? Moi, je suis littéralement fan du film PTT parce qu'il y a un humour incroyable pour une entreprise. Tu ne pourrais plus faire ça aujourd'hui. Et j'espère qu'ils vont pas tomber en panne tes satellites, hein. Non, parce qu'il te faudrait une sacrée rallonge. Et toc. Le film PTT, c'est en train de te dire, bon, ça marche pas très bien entre les gens qui font la poste, nos facteurs, et ceux qui font la téléphonie. Et donc je vais prendre à témoin la France entière en disant, on bosse bien, et on se tire la bourre, et on s'aime bien. C'est génial. C'est de la communication interne qui passe à la télévision. On ne pourrait plus faire ça aujourd'hui. C'est un film collector pour moi. Merci, tu me fais plaisir. Au milieu des années 70, la France a donc vu les premières avancées de l'émancipation féminine et un certain esprit frondeur, hérité de 68, a conquis la culture populaire. En fait, c'est plutôt une huile pour moteur sport ou pour moteur lent. Il y aurait lieu de se réjouir si la situation économique n'était pas aussi alarmante. La crise pétrolière mondiale qui a suivi la guerre du Kippour a frappé l'Hexagone de plein fouet. L'inflation dépasse les 10%, le chômage décolle. L'objectif est donc fixé, la restauration du plein emploi avec une expansion forte. Le pouvoir giscardien décide de faire appel aux publicitaires pour une grande campagne de sensibilisation nationale qui joue à fond la carte de la fierté patriotique. En France, on a toutes sortes de choses. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle. Le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher. Trop cher. C'est notre richesse qui s'en va et notre façon de vivre qui est menacée. Alors, que peut-on faire? L'objectif politique, faire passer une série de mesures impopulaires sur les économies d'énergie, notamment le changement d'heure. À partir du 15 septembre, l'Agence pour les économies d'énergie vous dira comment. Vous verrez. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. Quand je te dis c'est la crise, normalement, je serre la ceinture. Il y a une réaction humaine, c'est très pavlovien. Tu dis à quelqu'un, c'est la crise, ça va pas s'arranger. La consommation s'arrête net. Notre boulot, c'est de faire que même quand il y a une très grosse crise, la consommation continue. Donc tu vas pas faire des trucs effrayants. Tu peux faire des discours vérité, tu peux faire des choses intelligentes, mais tu peux pas faire des choses qui font flipper.
Pour remonter le moral des consommateurs, les publicitaires dégainent une arme de réassurance massive, chargée à bloc au bon sens paysan et aux bonnes valeurs d'antan. Une lavandière, bretonne de naissance et normande d'adoption, nommée Jeanne-Marie Le Calvé, mieux connue sous le nom de Mère Denis. Je me rappelle dans le temps que quand j'étais petite, qu'on ne gaspillait rien. Ni l'eau, ni le savon, ni la lumière. C'est vrai, Mère Denis, nos grands-mères n'aimaient pas le gaspillage et elles avaient raison. Elle sera même désignée parmi les personnalités les plus marquantes de l'année 1976 par le magazine Paris Match. La Mère Denis, c'est une espèce de catalyseur d'une catharsis collective, nationale. La France devient de plus en plus urbaine. Les générations sont parties de la campagne, sont arrivées à la ville, ont fait des enfants. Et les enfants se rattachent au fait qu'ils viennent de quelque part. Et la Mère Denis dit cette permanence, cette pérennité, mais aussi cette nostalgie de la France telle qu'elle a toujours été, telle qu'on imagine ou on fantasme qu'elle sera toujours. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça. Et elle disait cette vérité absolue de l'éternelle France qu'on aime. Alors que la France industrielle subit la crise de plein fouet, la publicité glorifie un idéal champêtre et récupère l'utopie de communautés libres, insouciantes, en harmonie avec la nature. Un système qui se décline aussi bien pour les jeunes que pour les ménagères. À la fin des années 70, la publicité découvre aussi le pouvoir anxiolytique radical de la comédie musicale. Et pour un prix avantageux, vous devez l'essayer. C'est la crise, chantons que diable. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Moi je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. La langouste de Cuba, tout le monde adore ça. Après 10 ans de présence dans les foyers, l'écran publicitaire se présente désormais comme une sorte de spectacle de music hall, alternant les sketchs et les numéros de chant. Tu bagues nos deux dans les pâturages. Mais le plus grand avantage de la chanson publicitaire, c'est sa capacité à faire mémoriser la marque et son message encore plus efficacement que n'importe quelle image. Le film, c'est franchement pas techniquement une grosse réussite. Qu'est-ce qui se passe? C'est une animatique avec des trucs qui font un peu ça, comme à l'image. Et qu'est-ce qui emmène l'histoire? C'est la musique. La musique, là, fait, on va dire, 80% du boulot, quoi. Donne-nous un peu de ton fromage. Tout le monde t'aime tant, Belle Deschamps. Et Belle Deschamps, le produit, il a disparu des rayons depuis un brave moment et que les gens continuent à se souvenir de la marque. Là aussi, il y a un truc qui se passe. Mais je crois que c'est le phénomène chanson. C'est le fait d'inventer une chanson publicitaire qui devient... Alors, j'aime pas beaucoup le mot, mais c'est quand même ça, un tube. S'il n'y a pas de bulle dans Banga, alors qu'est-ce qu'il y a? Dans Banga, il y a des fruits. Les tubes de pub de Goethener et sa bande sont révélateurs du changement de décennie qu'ils accompagnent. Au tout début des années 80, on fait encore de la chanson française, à la gloire de marques françaises qui appartiennent à des entreprises françaises. Mais tout cela va changer. Les frontières culturelles ou économiques ne sont pas imperméables et l'influence anglo-saxonne ne va pas tarder à se faire sentir. Le Made in USA donne de plus en plus de la voix. Ici, celle du plus américain des chanteurs français, Eddie Mitchell. L'ensemble des marques américaines sont parties de leur paquebot américain pour conquérir le monde. Et évidemment, la philosophie américaine dans la société française va irriguer partout. À partir du marchand. C'est-à-dire qu'on est dans une suite assez logique de... Quand les GI sont arrivés en France au moment de la guerre, ils sont arrivés avec leurs chewing-gum, leurs cigarettes. Et on continue en fait sur cette lancée avec véritablement un épanouissement de la culture marchande et la culture américaine en France. La méthode est simple. On prend la version américaine et on la double dans le dialecte indigène. Oui, c'est ça. Tout le monde peut chanter, aimer la
musique et danser. C'est vrai qu'avec un Coca-Cola, ça change tout. Le message est simpliste, l'Amérique, c'est la jeunesse. Oui, c'est ça. C'est l'énergie, c'est l'optimisme. C'est comme ça. À force de répéter, ça finit par rentrer. Les Américains ont compris la puissance de l'écran de télévision. Ils l'ont compris avant tout le monde. Et ils ont matraqué leur slogan, ils ont matraqué leur film. En fait, ils ont acheté à coups de dollars, pas à coups d'idées, la place de leurs produits. Attention Catherine, c'est à vous. Le Big Mac de McDonald's. La France s'initie également aux joies de l'alimentation à l'américaine. Les fast-foods envahissent le territoire et les écrans de télévision. Le tout sur 2 étages d'un tendre pain au sésame. Il ne faut jamais oublier que la publicité est le dernier maillon visible de tout un parcours marchand. Et que derrière toutes ces histoires, il y a la volonté d'être préféré par le plus grand nombre, en France et dans le monde pour les marques américaines, et forcément, non pas d'imposer, mais de proposer un mode de vie qui correspond aux marques qu'on vend et au style de vie qui va avec. Au-delà des modes de consommation, c'est tout un système de valeurs qui se propage. Il y a un autre phénomène dans les années 80 qui est l'apparition du culte, pour le coup, du corps, ou en tout cas de la performance individuelle. C'est très américain dans l'esprit, c'est quelque chose qui nous vient d'ailleurs des États-Unis. Pour que chaque instant, ce soit toi le gagnant. L'apparence corporelle commence à prendre une importance démesurée par rapport au contenu. On trouve ça dans la publicité, évidemment. On commence à avoir des corps sculptés, des corps qui sont fantasmés, des corps presque irréels. On assiste à un mouvement de bascule dans le rapport au corps. C'est-à-dire qu'on doit se réapproprier son corps, on doit sculpter son corps, on doit pousser son corps le plus loin possible, on doit aller rechercher la performance. Il faut que j'élimine. Le corps extérieur était un élément très important à un moment donné. Donc la forme est devenue, avec l'agitation, avec beaucoup de sport, etc., un élément d'importance. On travaille son corps. Donc tout ce qui est fitness, etc., commence à avoir une répercussion sur la société française incroyable. Un peu d'exercice et taille fine. Tu peux te faire une taille fine. Donc les marques de sportswear vont naître, vraiment au niveau français, comme au niveau mondial, mais au niveau français notamment. Donc la puissance culturelle, la puissance même idéologique américaine sur le marchand français est pleine. À l'heure précise. 10 secondes. Politiquement, la décennie s'est pourtant ouverte sur une toute autre note, avec l'élection du premier président socialiste de la Ve République. François Mitterrand est élu président de la République. Pas vraiment un chantre de l'américanisation à tout crin. Les années 80, c'est à nouveau ce que la France est en permanence. Elle est contradictoire, donc j'ai un mot compliqué pour ça qui est oxymorique, en permanence. Donc c'est quelque chose et son inverse. On est à la fois très républicain et très monarchique. Et donc on est très individualiste et très collectif. Et donc l'apogée de l'américanisation de la société française va de pair avec l'ère Mitterrand et les années Mitterrand qui sont aussi dans le très collectif. On est dans une France qui est passée par une forme d'euphorie de ce que le mandat Mitterrand allait apporter à la dure réalité qui s'en est suivie. Activité sociale dominée toujours par ce qui se passe dans l'automobile et par le problème des suppressions d'emplois. C'est la plus grande épuration dans l'histoire de l'automobile française. Le secteur automobile, pilier de l'industrie française, commence à se fissurer sous le poids de la concurrence internationale. Et chaque grand constructeur réagit à sa manière, selon ses propres valeurs. La régie Renault, entreprise nationale, joue la carte du vivre ensemble dans une grande campagne orchestrée par son agence de communication. Il a fallu reconnecter avec les gens. Et pour reconnecter avec les gens, on est parti sur une balade et une histoire, des moments formidables de la vie des gens. Énormément de partage. Et on montrait des voitures anciennes, vieilles, des 4L qu'on ne commercialisait plus, des Renault 6, Renault 16, enfin, on ne cherchait pas à montrer les nouveaux modèles ou quoi que ce soit. On cherchait à montrer que Renault était le compagnon de la vie des gens.
Tell the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world... Ça a été un succès émotionnel et ensuite commercial instantané. Face à Renault, le groupe privé Peugeot adopte une stratégie beaucoup plus conquérante, performante, individualiste, bref, à l'américaine. C'est quand même une pub sévèrement chargée en testostérone. C'est la pub grand spectacle. Avec une espèce de pseudo James Bond qui est poursuivi par un bombardier qu'on imagine est évidemment soviétique. C'est la publicité qui monte les muscles. C'est la publicité, c'est comme l'Amérique de Reagan. Hein. On prend le reaganisme et puis on l'applique à la publicité française. C'est un peu ça quand même. Pendant ce temps, Citroën, le parent pauvre du groupe Peugeot, Visa pour la technique. est englué dans une image désuète. La Citroën Visa est arrivée. C'est Jacques Séguéla, maître d'œuvre de la campagne publicitaire de François Mitterrand en 81, qui va propulser la marque dans l'ère du grand spectacle. Je réunis les créatifs, je leur dis écoutez, c'est très simple, il faut jouer la vitesse. On avait le droit encore à l'époque. Bon. Donc c'est GTI qu'il faut mettre en avant, c'est la petite voiture qui dépasse toutes les autres grosses voitures. Et pendant qu'on y est, qui dépasse même les avions de chasse. C'est ainsi que naît l'une des idées les plus folles de la pub des années 80, tournée sur un porte-avions. On ne se rend même pas compte qu'on est totalement incapable d'avoir un porte-avions. Et je me dis, bon, il n'y a qu'une personne qui peut me sauver, c'est François Mitterrand. On était 1 ou 2 ans après la campagne, je ne lui avais jamais rien demandé, mais j'ai osé lui demander ça. Et je lui montre le script, il éclate de rire, il adorait la pub. Et il dit, bon, votre pub, elle est nulle pour Citroën, une voiture qui coule, c'est pas ça qui va vendre des voitures, elle est formidable pour la marine, pour l'aviation, pour l'armée, vous aurez votre sous-marin, vous aurez votre porte-avions. La réalisation est confiée à Jean Becker, un habitué de la publicité, tout juste césarisé pour son long-métrage L'été meurtrier. On m'a proposé de faire ce film. Et j'ai dit, OK, vendu, ça nous amuse. Enfin, pourquoi on va acheter une Visa? Parce qu'elle peut aller sur un porte-avions et décoller sur un porte-avions. C'est complètement con, quoi. Je veux dire, bon, c'était un spectacle amusant, voilà, c'est tout. La publicité spectacle témoigne d'une époque où les marques n'hésitent pas à déployer des moyens colossaux pour mener la guerre économique. Et où l'on aimerait croire que la réussite des entreprises peut rimer avec l'accomplissement individuel. On a parfois besoin d'autres hommes pour réussir, ensemble. On commence à redémarrer sur une France plus moderne, plus agissante, plein de perspectives, et réussir soi-même dans cette affaire-là est possible. Allons-y. L'entreprise rentre dans la vie quotidienne des gens comme un endroit de réussite personnelle. C'était quand même encore la France de la réussite parce qu'il y avait Tapi qui avait réussi à mettre l'entreprise en avant à travers des missions à la télévision, sur TF1, on n'y était pas à l'époque, qui s'appelait Ambition. Merci. Il aura suffi de 3 bandes annonces pour que des milliers de jeunes nous envoient leurs projets. Quelle belle leçon ils nous donnent en fait. Ces émissions avaient beaucoup d'écoute et ils développaient l'idée d'entrepreneur en créant des écoles d'entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait marcher la vie? 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 Tapi, c'est quoi? C'est un mec qui vient du peuple et qui va devenir un super entrepreneur. Tapi, il incarne cette réussite du self-made man. C'est les années frime, c'est les années flambe, c'est les années performance. Et Tapi, il représente tout ça. Le flamboyant gagnant Made in France est partout, dans les médias et dans les spots. Ici, il se met en scène pour relancer l'une des marques qu'il a rachetées. Ça marche à la Vendère. Mais c'est Bernard Tapie. Et là, pour proposer aux Français de miser sur sa holding financière. Elle sera liquidée quelques années plus tard par le Crédit Lyonnais. Mais en pleine décennie de l'argent roi,
L'heure est à l'enthousiasme mercantile. Si vous le voulez, vous devenez mes associés et nous gagnerons ensemble. Bernard Tapie. La finance, pas comme les financiers. C'est les années de la bourse, on veut essayer de faire en sorte que les Français investissent. Le héros de ces années-là, c'est le Golden Boy, c'est le trader. Il faudra attendre 2008 pour qu'on se rende compte que ces mecs-là ont failli tous nous foutre en l'air, pour que de toute façon le personnage du trader dans la pub disparaisse. Dans les années 80, les traders peuvent encore compter sur le soutien des plus grandes icônes de la nation. Être célèbre très jeune, ça vous apprend très vite à faire des choix. Des choix de films, de réalisateurs. Sinon, on ne tient pas sa vie et on s'aperçoit qu'on ne sait pas où on va. Pour l'argent, c'est pareil. C'est un coût absolu, cette pub. C'est-à-dire que les acteurs, normalement, les actrices, ça parle de parfum. Surtout, ça ne parle pas d'argent. Et tout d'un coup, il y a cette femme qui représente la République française, puisque c'est le buste de Marianne, qui représente la réussite à la française, qui a toujours eu un contrôle énorme de son image, qui parle d'argent. C'est quand même énorme. Moi, j'aime bien le dépenser, mais je sais aussi qu'il faut le garder. Alors que la France, pays qui était à dominante catholique, c'était un péché. Le corps, l'argent, c'était des tabous. Ce sont les stratèges de l'argent. Réfléchissez. Réfléchissez. C'est génial d'ailleurs ça. Non, ce qui est très paradoxal, c'est que les années fric qu'on a vues dans la pub, ont vraiment eu lieu sous François Mitterrand. C'est-à-dire que c'est probablement là où il y avait les discours les plus profonds sur l'argent qu'il y a eu un délire, en vrai, aussi bien dans les moyens de production que dans la représentation sur l'argent. Et c'est vraiment là que ça s'est lâché. Excusez-moi, Monsieur le Président, je vous interromps. Il est 54 minutes après le début de l'émission. Je vous propose une page de publicité tout de suite. La France n'en est décidément pas à une contradiction près, car c'est le même président socialiste qui a initié dès 1984 l'ouverture des ondes hertziennes aux chaînes commerciales. J'ai à peu près compris, oui, ce que vous vouliez dire. Si on veut des télévisions commerciales, privées donc commerciales, comme le sera la 5e, comme le sera la 6e, là, le spot publicitaire est indispensable. Où est-ce qu'ils prendraient leur argent? Devais-je interdire, empêcher la naissance des télévisions privées? C'était ridicule, c'eût été ridicule, car avec le câble, avec les satellites, mais ça va arriver de partout. En 1987, le gouvernement de cohabitation dirigé par Jacques Chirac va au bout de cette logique en privatisant TF1. La télévision entre définitivement dans l'ère de la course à l'audimat. On était une chaîne de service public dont les capitaux étaient devenus privés brutalement et qui avait perdu comme recette la redevance. Donc il fallait aller chercher des émissions qui rencontrent le public, qui intéressent les annonceurs. Alors, c'est clair. Une mécanique implacable que Patrick Lelay résumera bien plus tard par une formule désormais célèbre. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Non mais ça avait été dit dans un contexte qui n'avait rien à voir. En expliquant ce qu'est la télévision c'est avec des programmes faire de l'audience. Simple. Bon, avec l'audience, rattraper de la pub. Et donc c'est l'utilisation des programmes pour que le cerveau, c'est par le cerveau que l'être humain perçoit les choses, le cerveau soit occupé à regarder des publicités. C'est sûr. C'est un sujet qui sert de thèse dans à peu près toutes les universités américaines. En analysant la phrase, me dit après tout, elle n'est pas si idiote. À partir de 87, le cerveau des spectateurs est mis à forte contribution. En 2 ans, le volume horaire de la publicité, toutes chaînes confondues, est passé de 10 à 30 minutes. Publicité. La multiplication des chaînes est une opportunité géniale. Ça permet d'une expression et une diffusion des messages beaucoup plus grande. Donc c'est évidemment un signe de vie, d'animation formidable pour nos métiers. Vu qu'il y a des nouvelles chaînes qui existent et de nouveaux écrans, tu vas choper des gens très différents. Et tu peux les fédérer soit en multipliant de la daube publicitaire. Meuble d'Arnal, meuble d'Arnal, meuble d'Arnal, meuble d'Arnal. Ça a donné le fait qu'il y ait beaucoup de mauvaise publicité, donc avec un développement très fort de la publiphobie. Meuble d'Arnal, meuble d'Arnal, meuble. Et ça donnait aussi le fait qu'il fallait, face à autant d'écrans, avoir une valeur spectacle encore plus forte pour fédérer. D'où le fait qu'il y a eu les grands réalisateurs qui sont arrivés à ce moment-là, les grands films, les grandes signatures, qui sont toujours des signatures artistiques.
Donc tu fais du très mauvais ou tu fais du très très bon. Les talents qui éclosent dans ce nouveau Babel publicitaire vont laisser une empreinte durable sur la culture populaire. À l'image du jeune Étienne Chatiliez, créatif d'agence de son état, qui se fait la main en réalisant une série de comédies musicales foutraques pour Eram. Avant La vie est un long fleuve tranquille, Chatiliez démontre déjà son sens de la satire sociale en raillant la bourgeoisie coincée. Les vieux, ils se sont payés une cagivo. Il veut dire une Vogica. Répondez l'écho. Adapté à leur look. Ah bah dis donc. Et pour moi, Vogica, ils ont fait ça. Il ne jette rien. Quand la pub veut se faire aimer, c'est pas difficile. Elle a qu'à faire des bonnes pubs et faire appel à des grands artistes. En plein essor du clip musical, la publicité convoque les plus grandes signatures du genre. Comme Jean-Baptiste Mondino, qui a œuvré entre autres pour Téléphone, Sting ou Rita Mitsuko. Et ça, c'est pas des vols de couleur peut-être. Tout d'un coup, on a vu des publicités qui semblaient tellement modernes comme des clips, qu'on s'en est rendu compte que finalement c'était aussi important que justement un produit culturel. Et c'est à ce moment-là que la pub est devenue culture, et que c'est devenu un phénomène de société. La société intègre la publicité comme un objet culturel à part entière, d'autant plus facilement lorsqu'elle est façonnée par de grands maîtres de l'art visuel, comme ici l'anglais Ridley Scott. Mais la publicité, elle, est loin d'intégrer la société dans toutes ses composantes. À l'apogée des années Frime, elle préfère de beaucoup nos fantasmes glamour à nos réalités sociétales. Laissée pour compte de l'intégration économique et sociale, la France issue de l'immigration tente pourtant de se faire entendre. À la suite de la marche des beurs, le mouvement antiraciste a pris de l'ampleur, avec la création de SOS Racisme et du slogan « Touche pas à mon pote ». La seule voie possible pour le pays des droits de l'homme, c'est celui de l'égalité des droits, c'est celui du respect d'autrui, de tous les individus, de toutes les cultures. Mais à l'époque, la publicité ne réserve qu'une place très marginale aux minorités. Dans les années 80, vous allumiez votre télévision et vous regardiez un écran publicitaire à 20h30 avant votre film, vous aviez 99,9% des personnages qui étaient blancs, caucasiens, entre 25 et 35 ans. Moi, tu vois, je suis rebeu. Des fois, j'ai eu des clients qui me disent « Ah non, pas de rebeu à l'écran. » Je fais « Je suis quand même rebeu, c'est un peu gênant. » Je te jure, mais ils font pas gaffe parce que pour eux, je m'appelle Georges et je suis un Français. Ça fait 25 ans que je fais staff, je l'ai toujours entendu. Quand il y avait de la diversité, c'était une diversité post-coloniale, c'était une diversité caricaturale. C'est-à-dire qu'en gros, si on avait des Noirs ou des Arabes, c'était parce que les produits évoquaient ces territoires-là. On pouvait ainsi voir, dans cette fable aux accents d'outre-mer, les trois parfums d'un yaourt très schématiquement incarnés par trois petites filles de couleurs différentes. Au caramel, à la vanille, au chocolat, on adore ça. Et on a connu bien plus caricatural dans la veine Tintin au Congo. Bonjour, je m'appelle Bamboula. J'ai donné mon nom à un tout nouveau biscuit au cacao. Dans la pub, le cliché communautaire est parfois une simple façon de prouver l'authenticité du produit. Elle est bien, ma belle fille. Surtout s'il s'agit de conserves industrielles. Ici, on joue le stéréotype des Juifs d'Afrique du Nord. Garbette, qu'est-ce que c'est celui-là? Couscous garbite, c'est bon comme là-bas, dit. Pendant que le concurrent propose une sorte de folie berbère, mise en chanson par Richard Gottener, en toute insouciance. Viande, aux légumes, au poulet. Pour moi, couscous, c'est pas suédois. Couscous, tu as rien à faire, c'est déjà prêt. Alors avec le politiquement correct, je sais pas si les chansons avec un accent, les machins, ça passerait même pas peut-être le cap de l'agence, ni le cap du client qui aura tort de se mouiller là-dessus, quoi. Ce qui est bien couillon parce que c'est... Il n'y a pas d'offense, hein. Le bon couscous qui nous plaît. Saupiquet, c'est comme une fête qui se mange entre amis. Cette pub Saupiquet, elle n'est représentative de rien. C'était un coup d'un challenger de Garbit pour exister autrement. Mais chaque fois qu'on la voit, on se dit, qu'est-ce que ce serait bien s'il y avait des pubs comme ça? Parce que se moquer, rire ensemble, c'est vivre ensemble. À condition, bien sûr, de respecter certaines limites. Pour faire ton tapis pingouin, tu prends ton fagot. Qu'est-ce que c'est fagot? Un petit bout de fil précoupé, tu enfiles avec le crochet.
Comme ça. Et tu tires. Et si tu sais faire un nœud, tu sais faire un tapis. Il a pigé. Alors, ce qui est un peu gonflé, là, c'est les mecs à genoux sur les tapis. Parce que là, on est au bord de la prière, là, quoi. Donc là, c'est sûr que maintenant, ça passerait pas, ça. Happy New Year. Celui qui a fait beaucoup avancer la chose, c'est Benetton. Après, c'est pas eux qui étaient en avance. Ils étaient portés par un courant qui était celui des jeunes, qui voulaient d'autres valeurs. Une volonté de brassage, mais où on pense que finalement, on peut être pote à la Benetton avec les noirs, les jaunes, les marrons clairs, les marrons foncés, etc. Et on se rend compte qu'on est citoyen du monde. La diversité est aussi insufflée par quelques électrons libres, comme Jean-Paul Goude, illustrateur et photographe français. Il a fait ses armes aux États-Unis où il s'est imprégné de culture afro-urbaine avant de rentrer au bercail pour imprimer sa marque. Iconoclaste et multiethnique. Les Cooper. Les Noirs reviennent dans la pub, transcendés par Jean-Paul Goude. Par son talent, il transforme tous les problèmes ou tous les phénomènes de société en un résultat esthétique et finalement tellement simple. Dans Lee Cooper, noir, blanc, on est pareil. J'ai inversé un peu les rôles parce que pour une fois, c'était marrant de faire du tam-tam sur les fesses d'une femme blanche par une femme africaine, alors que c'était plutôt l'inverse d'habitude. Et je faisais très attention à mon héroïne noire, parce que j'étais très proche de la caricature qui nous gêne tellement quand on voit les Noirs représentés dans les années 30. Donc c'était dangereux. Donc il fallait qu'ils soient très sympathiques. Sur sa lancée, Jean-Paul Goude secoue l'image du plus français des sodas en proposant à la marque une héroïne d'un nouveau type, plus nord-africain que gaulois. C'est marrant parce que si j'ai travaillé beaucoup avec des gens d'origine africaine ou asiatique, c'est pas pour ça que c'est un drapeau avec lequel je me balade. Je veux dire que la politique de l'époque, de toute façon, encourageait tout ça. Et mon côté boy scout, tout le monde est égal, tout le monde il est pareil, tout le monde est formidable. C'était parfait pour cette époque. Mais il y a un malentendu qui va avec. Ma démarche, elle n'a jamais été politique. Elle était purement esthétique. Quelles que soient ses motivations, Jean-Paul Goude bouscule joyeusement les conventions, comme dans ce film emblématique. Non seulement Grace Jones est la première personnalité noire utilisée pour exprimer la modernité d'une grande marque patrimoniale, mais en plus, c'est une femme, charismatique, indépendante, une femme ayant à la fois de la gueule et une grande gueule qui prend le volant. Donc, symboliquement, le pouvoir. CX2, la beauté sauvage. Surfant sur la progression de l'activité professionnelle des femmes, notamment chez les cadres, la publicité crée un nouvel archétype, l'executive woman. La femme a pris du galon et des épaulettes, voyage en jet privé, et son Jules peut toujours râler. On va assumer le fait qu'elle travaille à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc on va voir certaines femmes cadres, des femmes de business qui courent partout, etc. La beauté, pour moi, c'est d'abord de beaux cheveux. La femme n'est plus représentée comme la maîtresse de maison. Elle s'agite, elle est une maîtresse femme. Il y a même des hommes derrière. Moi, je vis avec mon temps, le progrès, la performance. C'est les époques où j'ai commencé à travailler, on était beaucoup plus tranquille, quoi. On disait des choses, on énonçait des choses de façon un peu directe, comme ça. La progression de la femme énoncée directement. Oui, messieurs m'ont eu la 39 de fièvre. Au revoir. Elles assurent en rodier. Elles assurent en rodier, c'est l'affirmation d'un féminisme actif d'une époque qui ne revendique rien, mais qui s'impose. Et ça, au fond, c'est le vrai féminisme, c'est-à-dire que il n'y a pas de discussion, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est l'égalité de personnes. Qu'est-ce que vous faites? Je suis chef d'orchestre. Je ne vous crois pas.
C'est le mot chef ou orchestre qui vous gêne? Les femmes ont cru que, ça y est, elles avaient l'égalité. Elles ont mis 10 ans pour se rendre compte que c'était une arnaque. Mais pendant 10 ans, elles se sont crues superwoman. Et la pub, pour leur faire plaisir. La pub, elle veut juste faire plaisir aux consommateurs. Donc, elles leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre. Et donc, pendant 10 ans, toutes les pubs, que ce soit tous les produits d'entretien, produits alimentaires et même d'autres produits, ont montré simplement une inversion des rôles. Avec une femme qui prend la place de l'homme et réciproquement. Chérie, je t'ai mitonné un petit bain bourguignon. Ah non, pitié, pas ça. Attends, j'ai ce qu'il te faut. Alka-Seltzer, retrouvez votre pétillant. Pousse-toi, laisse faire le spécialiste. Liquide vaisselle, mamoun. En fait, à un moment, donc, on a pu montrer les femmes qui faisaient le ménage. Et puis, à un moment, les femmes ont plus envie de se voir. Je pense qu'elles ont eu envie, elles avaient un autre rêve, quoi. C'est qu'on les aide. La femme veut déléguer. Elle voudrait bien que son mec fasse du travail à la maison, mais elle veut garder le leadership, elle veut garder l'expertise. Parce que malheureusement, pour beaucoup de femmes, leur identité de femme, elle repose dans leur connaissance domestique. Tu vas voir ce que je vais en faire de ton plat. Et voilà le travail. Donc les publicitaires sont obligés de se massacrer le cerveau pour trouver des scénarios de pub où c'est le mec qui fait le boulot, à partir des années 80, mais où la femme reste l'experte. Tu sais, Moumoune, toutes les femmes n'ont pas la chance d'être mariées à un spécialiste. Mais, encore une fois, on répond, on montre les fantasmes. Ça n'est pas la réalité. La pub, elle n'invente rien, elle n'est jamais en avance. Simplement, elle vérifie tout le temps qu'est-ce qui se passe dans la société pour accompagner, encore une fois, les désirs des femmes qui sont celles qui vont banquer au supermarché. Et puisque l'identité sexuelle se définit aussi par rapport au sexe opposé, les codes de genre sont chahutés des deux côtés. Pour moi, la pub charnière, c'est celle de Châtilliès, mais elle ne montre pas des homosexuels, elle montre des hommes en jupe. C'est l'époque où on va commencer à explorer la part masculine qu'il y a dans chaque femme, la part féminine qu'il y a dans chaque homme, vivre avec ça, c'est-à-dire pour les hommes sortir du stéréotype du père qui a tout, la force physique, enfin la virilité traditionnelle, et puis commencer leur lente mutation. Il faudrait être folle, il faudrait être fou pour dépenser plus. Les yeux qui font craquer, une épaule confortable, un buffet en acier. C'est l'époque où, profitant du décloisonnement des mentalités, la marque Dim décide d'élargir sa cible. Il porte le Dim classique. La grande question était, peut-on utiliser la marque Dim, marque féminine d'expression de la liberté sexuelle de la femme, pour l'homme et là où il doit loger sa virilité. Parce qu'ils ont bien changé. De toute façon, c'est les femmes qui achètent les sous-vêtements des hommes en supermarché. Donc c'est un film qui est fait pour les femmes. Mais en même temps, il faut que les hommes ne se sentent pas pris pour des homosexuels. Parce que les hommes, ils peuvent, dans la lente libération de l'homme, il y a la peur de la confusion des genres, la peur de la perte de pouvoir, la peur de la perte de la virilité. Et ça, pour les publicitaires, il ne faut surtout pas toucher à ça. Pour ceux qui n'ont pas peur. On voulait que ce soit clairement hétéro, non pas qu'on ait le moins de problème avec les gays, mais tout simplement parce que c'est le marché le plus large. Pardon d'être aussi mercantile. Donc, on met des tas de petits détails pour dire attention, hein, c'est pas pour les homosexuels, hein, c'est pour les hétéros. Il y a le petit garçon. Quand on est un garçon. Un enfant au milieu, bon, pour bien montrer qu'il n'y avait pas d'ambiguïté. Et puis, ensuite, on a décidé de montrer un homme nu. Il a vraiment son style. Alors pourquoi un homme nu? Tout simplement parce que le slip est si confortable qu'on ne le sent pas. Mais en même temps, ce que ça dit sur l'époque, c'est quoi? C'est que on est toujours dans ces années 80, fin des années 80, début des années 90, et les femmes, elles ont envie, pour arriver à leur égalité, que le corps des hommes soit lui aussi utilisé comme un objet de pub. Femme-objet, homme-objet, même combat. Comme disait Saint-Exupéry, s'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Jetez dans la peau. Pour autant, la décennie qui commence est loin d'être aussi détendue qu'il y paraît. L'heure est plutôt à l'inquiétude. Depuis quelques années, un nouveau mal est apparu, un mal qui répand la terreur. Nous allons vous parler du sida. Cette maladie, toute nouvelle dans l'histoire de l'épidémiologie,
Cette maladie dont on a fait les gorges chaudes parce qu'elle semblait viser une catégorie particulière d'individus, les homosexuels, cette maladie prend depuis 3 ou 4 ans seulement une ampleur spectaculaire en Occident. Il court, le sida. Le sida, c'est pas une épidémie, c'est une maladie qu'on peut éviter. La communication gouvernementale a beau tenter de rassurer les masses. Alors c'est facile de se protéger. Le virus court toujours. Il suffit de s'informer. Il passera pas par moi. Président! Au tournant des années 90, les campagnes de santé publique envahissent les écrans. Souvenez-vous bien de ce visage. Tu t'es vu quand t'as bu. Fumer, c'est pas ma nature. Et marquent les consciences à coups de slogans choc. Un verre, ça va. 3 verres, bonjour les dégâts. C'est le début d'une autre période où tout ce que l'on fait dans la vie peut potentiellement être dangereux. Quand on mange, on est potentiellement en danger. Quand on roule, on est potentiellement en danger. Quand on vit, quand on respire, on est potentiellement en danger. Le monde autour de nous est dangereux. Un autre séisme de portée historique va renforcer l'incertitude ambiante et modifier les discours en profondeur. À plusieurs endroits, le mur est déjà troué. L'Est et l'Ouest se regardent enfin en face. L'effondrement du mur de Berlin laisse le champ libre pour les grandes promesses collectives. En cette période troublée où chacun cherche de nouveaux repères, la publicité ne va pas tarder à s'en emparer. La chute du mur est un marqueur incroyable. C'est-à-dire que le monde tel qu'il était avant est fini. On ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est-à-dire que l'ex-empire soviétique, on va dire, comment ça va devenir, tout ça, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'incertitudes politiques, géopolitiques. C'est la fin des idéologies, c'est la fin de l'histoire, comme disait Francis Fukuyama. Voilà. Donc ça a impacté le discours des marques qui ont commencé à adopter des messages beaucoup plus idéologiques, on va dire, ou en tout cas avoir vocation à parler au monde et à donner un souffle un peu. Gaz de France garantit aux hommes comme aux entreprises la permanence d'une énergie qui permet de construire l'avenir. La consommation, quelle qu'elle soit, ne peut se faire qu'avec un état d'esprit positif. Quand tout est un peu compliqué autour de nous, forcément, les marques et donc les publicitaires cherchent à trouver un sens à tout ça. Et du sens qui n'est pas un sens forcément pratique, mais qui est un sens quasiment idéologique. Je suis le monde de l'avenir, je suis l'espoir de ma nation, je suis le peuple du futur, et je suis votre inspiration. Dans cette grande foire aux nouvelles doctrines, le capitalisme mondialisé a le triomphe plus ou moins modeste. Quelques années après We Are the World, Coca-Cola livre au monde sa nouvelle recette. Ce n'est plus seulement du sucre et des bulles, c'est la paix universelle. C'est l'idéologie, toujours. C'est une manière de voir le monde. Donc je passe de je suis de la culture américaine et je vous donne le meilleur de la culture américaine à je suis de la culture du monde et je vous donne le meilleur de la culture du monde et un sens à votre vie, puisqu'on sait très bien que tout ça n'est pas si facile que ça. Et être ensemble va être clé pour affronter les années de demain. Dans un style à la fois plus sombre et plus iconoclaste, voici un manifeste en faveur d'un capitalisme à visage humain. Un jour, tout sera à toi. Les usines, les machines, les hommes. Il est signé par une autre marque américaine qui se pose en championne de la liberté individuelle et de l'anticonformisme. Tous ces gens sont là pour exécuter, pas pour penser. Il y a différentes façons de diriger une entreprise. En voici une. Heureusement, il y en a d'autres. Nos angoisses de fin de siècle se déclinent aussi sur des registres plus quotidiens. Ce petit coin de nature est le cadre idéal pour vous présenter le nouveau Le Chat Machine sans phosphate. C'est dans les années 90 que l'on voit apparaître les premiers balbutiements du marketing qui lave plus vert. Et en plus, vous contribuez au respect de l'environnement. Forcément se pose une question assez simple, c'est pourquoi le phosphate c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour la nature, il y a un problème, il y a danger. C'est ça qui commence à venir, et d'ailleurs le marketing du moins apparaît aussi sur ce genre de sujet et démarre par ça. Sans colorant, sans aromatisation, sans phosphate, sans pesticides, sans sucre,
sans plein de choses, parce que le avec est terrible. J'ai lu qu'il y avait des acides gras linoléiques, des acides gras alpha-linoléniques, qui sont, pour simplifier le tout, de la famille des polyinsaturés. Allez, on se calme. Manger bien, manger mieux, manger sain. Le point de bascule, c'est le début des années 90. Monsieur, nous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que Fruits d'Or vous apporte du gras essentiel. La préoccupation sanitaire va avoir un impact sur les représentations des gens dans la publicité. J'ai envie de dire, c'est le moment où ils ont viré Gros Quick. Ils vous ont encore volé votre Nesquik. Gros Quick s'est fait lourder des pubs Nesquik, a été sacrifié sur l'autel de la minceur et a été remplacé par un lapin qui saute partout. Tout ça parce que la marque avait peur que les gens pensent que si on mangeait du Nesquik, on devienne gros comme Gros Quick. On en a eu d'énormes envies. On commençait à se rendre compte des effets de la malbouffe. Il faut savoir que l'obésité, c'est ce que disait un journaliste, c'est la première épidémie non infectieuse de l'histoire de la société. Tout ce qui nous concerne dans notre respiration, dans notre manière de boire, de manger, de se mouvoir, est source de danger. Donc il faut se protéger. Et donc l'ensemble du marketing alimentaire notamment, mais pas que, des années 90, démarre sur cette grande thématique de la protection de l'individu. Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. En fait, la logique de tout ça, c'était qu'on voyait déjà apparaître un lien très très fort entre l'alimentation et le bien-être et la santé. Et donc, Danone a été un des premiers à préempter ce discours et à passer de la forme, l'agitation, à quelque chose de plus profond, c'est la santé du corps. Entreprendre pour la santé, premier grand positionnement sur l'importance de l'alimentation, qui était déjà une intuition très forte que ça allait compter lourdement pour le futur. La publicité lance donc une OPA sur l'avenir du monde, avec de grands mots et de grands remèdes. Notre alimentation peut devenir notre première médecine. Et prendre soin de la génération d'aujourd'hui, c'est aussi donner plus de chance à celle qui va nous suivre. L'exercice peut être délicat, surtout lorsqu'on s'empare d'un thème aussi grave que l'allongement de la durée de vie et ses conséquences économiques. La génération qui va prendre sa retraite en 2010 sera mal dans ses pantoufles. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle ne supporte pas les pantoufles. On a une idée. On va s'approprier des images qui appartiennent déjà à tout le monde, que tout le monde a vues. Mais on va leur donner un autre sens. On va les faire lire d'une autre façon. Tout simplement en mettant une voix off dessus et en donnant un autre angle de lecture. Et surtout parce qu'elle risque d'avoir moins d'argent que prévu. Là, une assurance peut faire quelque chose. Pas simple. 6 millions de personnes, avec chacune un problème différent. Tous les gens qui étaient cœur de cible, qui ont entendu ce spot, ont eu une décharge électrique. C'était absolument inattendu. C'est un discours vérité. C'est un des rares discours vérité. Les gens de 40 ans à l'époque n'envisageaient pas la retraite. Et tout ce que l'on demandait aux gens, c'est prévoyez votre retraite. Prévoyez parce que ce que l'État sera capable de vous donner, ce sera peanuts. Donc ça a forcé les gens à rentrer dans des plans de retraite, par capitalisation. Mais on est numéro 1, oui ou non ? L'autre gageur relevé par cette campagne, c'est qu'elle réussit à parler de retraite en montrant exclusivement des jeunes. Dans l'imagerie publicitaire, le vieux ne peut pas exister, hormis sous la forme caricaturale du gentil et mignon petit grand-père. Et là encore, c'est pour mieux démontrer qu'il n'y a pas d'âge pour se convertir à une consommation moderne. D'une certaine manière, le senior, terme inventé dans les années 90, devient paradoxalement un symbole de jeunesse. Une tendance lourde qui va se prolonger pendant toute la décennie et même au-delà. Mais au fond, la publicité ne fait que traduire à sa façon, métaphorique et idéalisée, la réalité démographique. Quel est l'événement le plus incroyable dans l'humanité pour les gens ? C'est qu'en gros, ils ont gagné 20 ans en 20 ans. Et quand vous gagnez 20 ans en 20 ans, c'est assez inquiétant. En fait. Donc les gens se posent énormément de questions par rapport à eux, leur vieillissement, leur capacité à rester jeune, leur capacité à vivre cette vie de façon correcte. Est-ce que je vais arriver à garder une forme de jeunesse ?
Evian, déclaré source de jeunesse par votre corps. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? Dans une société qui vieillit et où la natalité stagne, l'enfant devient naturellement l'objet de toutes les attentions et de toutes les indulgences. Il suffit de demander. Il y a une parenthèse fantasmée de nos civilisations sur le domaine de l'enfance, qui est un moment de construction où, en fait, quand on est enfant, on ne fait que ouvrir des barrières sans difficulté au début, jusqu'à l'âge de 11, 12 ans, etc., où tout est possible. Et ça n'est que positif. C'est un fantasme qui marche très bien en publicité. Bien. Maintenant, tu dis 33. 806. Non, 33. 806. Le culte de l'enfant roi permet aux publicitaires toutes les pirouettes rhétoriques. 33. 806. Non, 33. 806. On peut lui faire endosser le rôle de prescripteur monomaniaque. Peugeot 806, la voiture que les enfants conseillent à leurs parents. Et on lui pardonne les pires comportements. Sa boulimie, son culot, sa mauvaise foi. Allô, le responsable des poissons rouges? Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Les années 90 sont aussi celles de l'accélération technologique. On voit arriver successivement une kyrielle de gadgets numériques qui vont transformer nos vies irréversiblement. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Des consoles de jeux toujours plus performantes. On pourrait croire que c'est une simple rôtissoire. Mais dedans, c'est le tourne-dos de la mort. Le téléphone portable. Vous composez le numéro et vous appuyez là. Merci. Et enfin, Internet, source des espoirs les plus fous. Ceux qui ont brûlé les livres voudront peut-être brûler aussi l'Internet. Car nous en avons fait l'outil idéal de la liberté et de la culture. Internet est un nouvel Eldorado dont les prospecteurs sont les startups. Internet, it's a nouveau world. A world of amour. It's a world of... N'importe quoi. Vous y croyez, vous? L'époque des startups, c'était incroyable. On a vu débarquer des jeunes de 22 ans, pas finis, et qui étaient plutôt brillants, mais surtout très allumés. En disant, voilà, on a une idée qui est géniale, on a des fonds, on est suivi par des fonds, on a 10 millions, 15 millions. Simple comme chez.com. On se disait, mais c'est quoi ce truc? T'as des boîtes qui valaient 0 et en 10 jours, elles valaient je sais pas combien de milliards. Et les mecs, un mois après, ils existaient plus. Multimania, le site de communauté. Et donc on s'est retrouvés, nous, agences de com, à faire de la surenchère, à claquer des millions sur des produits ou des marques qui, dans le fond, n'avaient aucun sens. Bol.fr. De toute manière, ta pub, t'avais bossé pendant un mois, mais le mec avait craché parce que de toute manière, ça servait à rien. Son concept, son truc, et puis toi, tu savais pas parce que de toute manière, t'arrivais pas à te connecter avec ton modem à l'agence qui fait www.lycos.fr. On était dans une époque où on pouvait encore vendre du futur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de vendre du futur. Parce que la projection, elle n'est pas toujours très gaie. Mais à cette époque, il y avait encore un énorme espoir sur les startups. La bulle Internet, qui était partout dans les bouches et dans les têtes des gros investisseurs, des grands groupes, etc., explose en vol. Donc on se réveille effectivement un petit peu la tête en vrac sur un début de décennie un peu compliqué. In the financial world, the economies of different nations are interconnected. Au printemps 2000, les valeurs Internet décrochent subitement à la bourse de New York, déclenchant une panique boursière qui se propage à toutes les places financières mondiales. La nouvelle économie entraîne l'ancienne dans sa chute, le monde entre en récession. À l'incertitude économique s'ajoutent les bouleversements géopolitiques de l'après 11 septembre et un horizon climatique de plus en plus sombre. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Dans les années 2000, le mieux-disant écologique prend donc une ampleur sans précédent dans la publicité. Et les entreprises le brandissent avec d'autant plus de force qu'elles portent une lourde responsabilité dans l'effort de transition énergétique. Produire plus d'énergie, c'est une nécessité. Mais préserver l'environnement, c'est vital. Faire avancer le monde sans faire reculer l'homme, cela s'appelle le développement durable.
Pour l'automobile, c'est un peu la même logique. L'argument écolo est d'autant plus présent quand on vend du diesel, qui malgré les progrès techniques garde très mauvaise réputation. Profitez des promos propres, la nature s'en souviendra. Étienne est heureux. Ce matin, il s'est acheté une Golf Blue Motion. Il est heureux parce qu'elle ne rejette que 99 grammes de CO2. Il se dit qu'ainsi, il fait un petit geste pour la planète. La nature ne vous récompense pas toujours. C'est un sujet sérieux et il y a ce qu'on appelle le greenwashing. On lave notre truc de verre et on l'habille de vert pour montrer que la marque est complètement en phase avec l'écologie, respectueuse de tout, etc. Et parfois, c'est exagéré, c'est faux. Les marques, elles font semblant de montrer la planète, de montrer le vert, de montrer... Mais la seule chose qu'elles vendent en fait, c'est la réassurance. Le moteur de tout ça, c'est la trouille. De plus en plus surveillée par les associations qui font la chasse au greenwashing, l'automobile thermique a mis depuis quelques années ses beaux discours en veilleuse. Désormais, seul l'électrique s'autorise un peu de pédagogie verte. Vous êtes déjà passé à l'électrique pour beaucoup de choses. Alors pourquoi pas pour voyager ? Pour la publicité comme pour ceux qu'elle cible, la vraie révolution culturelle intervient à la fin des années 2000 avec la montée en puissance des plateformes vidéo et des réseaux sociaux qui vont bouleverser à la fois les modes de diffusion et les discours. En France, quand tu faisais une pub, elle était bien et puis les gens en parlaient soit à la machine à café, soit dans les cours de récré. C'était ça en fait, le viral de l'époque, c'était ça. Et sauf que le digital a juste permis une rapidité de transmission phénoménale. La publicité télé, maintenant, elle ne se suffit plus à elle-même. Elle est obligée de travailler avec les supports digitaux, avec Internet. Par exemple, vous avez quelque chose qui est beaucoup répandu, notamment pour des marques de luxe, comme Cartier, par exemple, qui a fait ça avec son film sur la panthère, qui est magnifique, qui dure 3 minutes ou 4 minutes, et qui vont diffuser 1 fois, 2 fois ou 3 fois en télévision, en intégralité. Et après, la vie de ce spot publicitaire va être uniquement sur Internet. Le travail d'orfèvre du réalisateur Bruno Aveillant y sera vu par plus de 20 millions d'internautes. En fait, dans ce brouhaha médiatique et publicitaire, tu mets une pub dans les médias sociaux, dans la seconde, t'as des likes ou t'as 0. Donc c'est comme les stand-up, hein. Tu sors une vanne, soit les gens t'applaudissent, soit il y a un silence pesant et embarrassant. En 1 heure, vous vous faites lyncher sur les réseaux sociaux. En 1 heure. Donc, ça coûte de l'argent, une publicité. C'est quand même les plus belles images du monde, les plus chères. Donc, on fait très attention. Le grand public peut prendre la parole et critiquer beaucoup plus facilement, avec un vrai impact, ce qui se passe dans les écrans publicitaires à la télévision. L'importance des réseaux sociaux en termes de contre-pouvoir et comme moyen d'expression pour la population va impacter, en fait, le discours publicitaire. La réactivité de l'opinion n'empêche pas les annonceurs, en tout cas les plus audacieux, de prendre position sur les grands sujets de société. En 2012, François Hollande tient une de ses promesses électorales en impulsant la loi sur le mariage pour tous, qui ne fait pas le bonheur de certains. La même année, la voiture française la plus vendue au monde sort sa nouvelle campagne sur tous les écrans. Félicitations, papa. Les temps changent, Twingo aussi. On est dans le fait de casser des tabous. Et ça, c'est aussi le rôle de la pub. On a besoin, nous, les publicitaires, d'être parfois un petit temps en avance sur la conscience de la société. Et donc de marquer le coup avec des choses qui existent, qui sont une faible minorité, mais qu'il faut amplifier pour que les gens se rendent compte que ce phénomène existe et qu'il faut le respecter. La palette des représentations semble enfin refléter la diversité des couples dans la société, même si c'est encore loin d'être une norme publicitaire. On peut désormais voir, au détour d'un spot, des couples de même sexe. Mythique. Un net progrès par rapport aux caricatures des années 80. Cache-toi vite dans l'armoire. Comme ça, j'y suis, j'y reste.
Aujourd'hui, on peut également voir des couples mixtes. Et même des couples qui n'en sont plus. Et sinon, ça a été avec ta mère cette semaine? Ouais. Et t'as fait quoi à manger là? Des coquillettes. Dans un pays où un mariage sur 2 se solde par un divorce et où 1,6 million d'enfants vivent dans des familles monoparentales, c'est finalement assez logique. Ça, c'est bon. Les enfants, ils savent qu'ils sont trimballés. La garde alternée, ils connaissent ça par cœur. Ils ont tellement assimilé le principe du divorce qu'ils en jouent. Et finalement, c'était un regard très attendrissant sur la famille et sur le divorce, en fait. Tous les soirs? Et ouais, des coquillettes. Ça reflète la société, mais en même temps, ça la fait avancer. Parce qu'à partir du moment où c'est dans une pub, ça veut dire que c'est admis. Donc, t'as même plus besoin de dire que les cuisines Ikea sont les meilleures. T'as besoin d'aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va essayer de mettre un peu de vision sociétale dans la publicité, quoi. Il aura fallu plus de 20 ans pour que le divorce redevienne un thème abordable par la pub. Dans les années 90, Renault avait brisé le tabou avec ce film. Nouvelle Renault 19, nouvelle pour longtemps. Papa! On a déjà dîné. Je passe la prendre dimanche soir. Puis, quelques temps plus tard, Nescafé s'était lancé dans un véritable feuilleton socio-sentimental en 8 épisodes, ce qui ne fut pas sans créer quelques polémiques à l'époque. Toujours fidèle, à ce que je vois? Toujours un sucre. Là, on a reçu pas mal de courriers, de l'Église, bien sûr, et d'associations bien pensantes. On n'a pas le droit de mettre en scène des divorcés parce qu'on a l'air de faire l'apologie du divorce. Mon taxi. J'y vais. Prends pas froid. Eh chérie, tu me prêtes ta 106 et je te montre mon corps, hein? Allez, hop, je commence. Regarde. Le dernier grand chapitre sur lequel la publicité semble enfin opérer sa mue, c'est la place de la femme. Dans le secteur automobile, par exemple, elle a eu le droit d'avoir sa propre voiture au moment où les couples de la classe moyenne se sont mis à en avoir 2, la petite pour madame. C'est la première fois que les hommes sont fous de la voiture de leur femme. 20 ans plus tard, elle va l'acheter seule. C'est à seulement 99 € par mois. 99 € par mois. Dites donc, c'est pas un peu gros votre truc pour draguer les clientes? Non, non, pas du tout. Et son mari brille tellement par son absence qu'elle profite de l'occasion pour draguer le vendeur. En plus, je suis mariée, donc... Mais non, il n'y a pas de mais. Je peux pas tout quitter comme ça et partir avec vous sur un coup de tête. On irait où? Au Brésil? Je ne parle même pas portugais. Oui, alors... Non, chut. Ne dites plus rien. Les trucs de filles, c'est plutôt rose, plutôt vif, alors que les trucs de garçons, c'est plutôt bleu. Mais il y a encore du travail sur les stéréotypes de genre et la répartition des rôles entre papa et maman. Les garçons, c'est par exemple, ont des figurines de super-héros. Les garçons, ils savent pas comment on s'occupe des bébés. Le papa, lui, il va au travail et il gagne des sous. Un château, il est rose, et bah c'est pour les filles. Les marques, elles font partie d'un grand tout. Les marques, aujourd'hui, elles font partie de la société. T'as des marques plus iconiques que n'importe quelle star, donc elles ont un rôle à jouer dans la transformation positive de la société, bien évidemment. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui est intéressant dans notre métier, c'est de faire aussi avancer les mentalités. L'évolution des mentalités est généralement la condition préalable à la révolution des comportements. La vraie question maintenant, c'est... Non, ça va. Où est-ce qu'elle a rangé la lessive? Partageons les tâches. C'est en 2018 que dans la pub de Ariel, donc Leader, qu'on voit enfin un mec mettre du linge sale dans la machine. Ça fait quand même 70 ans, 150 ans qu'on attend ça, on n'a jamais vu ça. Est-ce que ça signifie que les femmes ont donc révolutionné le monde et elles ne font plus le ménage? Et c'est les hommes qui font le ménage, pas du tout. Aujourd'hui, on parle de charge mentale très lourde pour les femmes parce qu'elles cumulent, puisqu'elles travaillent. On est dans une ambiance aujourd'hui plus dure, où les filles aussi, elles sont encombrées de stéréotypes, parce que s'il n'y avait que les hommes qui avaient ces problèmes, on aurait vite réglé les choses. Mais non, elles ont dans la tête elles-mêmes
L'idée que c'est à elle de porter les enfants, c'est à elle de porter la maison, c'est à elle de porter le lourd, quoi. Je t'aime trop, t'aime trop. Finalement, les seuls comportements que la publicité ait réellement vocation à changer, ce sont nos comportements d'achat. Depuis quelques années, les écrans sont envahis par les grandes enseignes de distribution qui rivalisent d'inventivité pour nous convaincre de leur engagement en faveur du mieux consommé. Ce sont les distributeurs qui aujourd'hui sont crus comme étant les acteurs possibles du changement, ceux qui vont pouvoir avoir un impact sur ma vie personnelle et la vie collective de ma communauté, et qui aujourd'hui sont les acteurs qu'on a envie de croire. Ah ben voilà, sans huile de palme. On a d'autant plus tendance à les croire que leurs discours sont omniprésents. Ma femme aussi a changé de biscotte. Aujourd'hui, à la télé, une pub sur 8 est signée par une enseigne de distribution. Pour vous permettre de consommer sans substance controversée, les magasins U ont créé l'application Y'a quoi dedans. Les supermarchés, c'est l'endroit où finalement tu as, toi en tant que consommateur, le pouvoir, véritablement. C'est-à-dire que en achetant un jus d'orange bio, artisanal, plutôt qu'un jus d'orange pasteurisé, industriel, tu décides fondamentalement ce que tu veux faire de la société. À l'amour, c'est un printemps craintif. Tu es dans un endroit, tu es dans un temple, qui était avant le temple de l'ultra-consumérisme. Aujourd'hui, tu es dans un temple rationnel de « j'ai le pouvoir ». Parce que c'est fondamentalement un truc qui est au cœur de ta consommation profonde, de ta santé, de tes finances, de ta projection sur la construction du monde, l'agriculture, que sais-je. Donc c'est un truc qui est fondamental. Comme les gens ont envie aussi de croire qu'eux-mêmes peuvent changer si individuellement ils se mettent à faire des choses et seuls et ensemble, il y a une rencontre très très forte. Et ça a un impact réel dans les perceptions. Passer au bio ne suffira pas à faire de vous un héros. Plus de 500 produits bio pour mieux consommer à prix Leclerc. Pour moi, le plus grand mouvement aujourd'hui, c'est le mouvement de la relation à la consommation. En fait, c'est l'aventure de la crise qui a modifié lourdement les choses. C'est le fait que tout d'un coup, les gens se sont dit « le monde va n'importe où ». Et ils sont c'est assez moral. Cette époque est assez morale. Oui, je veux bien consommer, mais pas n'importe quoi, mais pas n'importe quelle quantité. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je fous pas la planète en l'air? Tout le monde a dans la tête la problématique écologique. C'est pas quelques-uns, c'est tout le monde. Je sais pour la fonte des glaces. Pour la déforestation. Sommes-nous vraiment des consommateurs citoyens, responsables et avisés? Pour les 5 fruits et légumes par jour. Si c'est le cas, nous devrions peut-être commencer par pratiquer l'écologie de l'esprit, en surveillant d'abord notre consommation de publicité. Nous sommes la première génération qui sait. La première génération qui a tous les faits. S'il faut en croire celles et ceux qui la conçoivent, ou qui l'observent au plus près, la publicité n'offre pas seulement un moyen de savoir ce qu'on nous propose à la vente, ou de choisir le plus méritant. Elle se comporte aussi comme une sorte de miroir fragmenté et déformant, qui révèle nos fantasmes ou nos craintes, plus souvent que nos réalités. Mais si elle veut que l'on continue à lui accorder notre précieux temps de cerveau, elle se doit dans tous les cas de proposer un spectacle au moins aussi digne d'intérêt que les programmes qu'elle ponctue. C'est au fond la moindre des politesses. Et maintenant, la suite de votre programme.